Parfait. Donc c'est avec un immense plaisir que je prends la parole ce soir en tant que directrice de l'écomusée de l'Avesnois, pour vous souhaiter la bienvenue dans notre belle région de l'Avesnois. Et puis pour lancer donc ces rencontres professionnelles de la FEM tous ensemble pour cette semaine. Alors permettez-moi aussi au nom de toute l'équipe de l'écomusée de l'Avesnois que vous allez croiser dans les prochains jours, et même ce soir déjà, et puis au nom de la présidente ici présente, de vous souhaiter donc cette bienvenue, et puis de remercier, alors vous les avez déjà rencontrés, mais la ville de Fourmies aussi, pour son hospitalité ici dans les différents lieux à Fourmies. Alors le thème de cette année, vous l'avez vu, un nouveau récit et relations avec les habitants. Alors ça va résonner parfaitement, profondément avec nos missions à l'écomusée de l'Avesnois. Et je pense aussi que ça va résonner, je l'espère en tout cas, avec vos propres structures tout le long de la semaine. Alors, il faut savoir que depuis l'émergence finalement des musées de société et des écomusées, nos actions ont toujours été indissociables avec les habitants, la communauté locale, l'environnement. Ce sont des sujets que nous maîtrisons parfaitement, mais il est important que ces engagements soient constants pour se renouveler finalement, pour rester finalement en phase avec les préoccupations actuelles. Alors je m'excuse, j'ai plus de voix, donc vous allez entendre des variations de ton. Aujourd'hui, alors que nous entamons donc ce programme qui va durer 3 ans, finalement c'est un programme ambitieux sur 3 ans pour la FEM, nous sommes confrontés à des questions essentielles à nos yeux. C'est comment adapter nos pratiques muséales pour mieux répondre aux besoins et aux attentes de notre société actuelle, comment aborder nos collections avec un regard critique en tenant compte des nouveaux enjeux sociaux, environnementaux et économiques. Et puis, comment raconter des nouveaux récits, on vous a raconté un tout à l'heure avec Fourmies, qui reflètent la diversité et la complexité de nos sociétés. Alors, ces rencontres professionnelles sont une opportunité précieuse de partage d'expériences et d'idées. On n'aura peut-être pas toutes les réponses à la fin de la semaine, mais on aura réfléchi ensemble et permettre d'esquisser finalement un avenir muséal peut-être plus engagé. Alors, je nous souhaite à tous et à toutes des discussions fructueuses, assez enrichissantes, je l'espère, au cours donc de ces rencontres. Et je ne vais donc pas parler très longtemps, puisque maintenant, permettez-moi de vous présenter Serge Sommier, professeur à l'Université d'Artois et fondateur du Master Expographie-Muséographie. Alors, c'est un programme très novateur, axé sur l'apprentissage par l'expérience pratique, c'est-à-dire que les élèves, les étudiants du master réalisent des projets concrets avec les musées du territoire et même en dehors un petit peu du territoire, vous voyagez beaucoup. On va les rencontrer, ces étudiants, on aura la chance dans cette semaine de rencontrer certains étudiants du master avec qui on va faire les ateliers. Donc ce soir, Serge Sommier, il a accepté de relever un défi un peu fou, de dresser un état des lieux global en quelques minutes seulement, avant que nous nous lancions ensemble dans la recherche de solutions. Donc Serge, nous attendons avec impatience tes idées précieuses et je te laisse la parole. Ta bouteille. Merci, merci à vous pour cette invitation et merci Stéphanie pour cette introduction. Effectivement, nous sommes réunis pour entamer un cycle concernant l'éco-responsabilité. Donc on va essayer de réfléchir pendant ces 3 jours et essayer de dessiner une ligne d'une charte possible pour la FEMS. Alors il ne vous a pas échappé que les réseaux professionnels, les musées multiplient les journées d'études, les colloques, les formations, etc., sur ce que les professionnels de musées appellent encore le développement durable. Je suis toujours un peu surpris, étonné qu'on utilise encore ce terme, parce que toute analyse un peu sérieuse, finalement, au niveau écologique, conduit à finalement proscrire ce terme. La revue Socialterre avait sorti un numéro des mots nuisibles, enfin un classement des mots nuisibles, et le mot développement durable arrivait vraiment en tête de liste. Tout simplement parce que c'est un synonyme de la croissance verte, c'est un synonyme finalement d'un système où qu'on essaye d'aménager, mais surtout de ne pas changer. Finalement, c'est d'ailleurs un terme qui avait été proposé par un consortium de multinationales, de 25 multinationales avant le sommet de Rio, pour justement faire en sorte de donner une orientation au système pour faire en sorte de l'aménager sans vraiment le perturber.
Alors, évidemment, la question qui se pose pour nous, hein, c'est de savoir si on veut s'inscrire dans cette continuité, c'est-à-dire d'un aménagement du système, ou si les ambitions de la FEM se sont plus, on va dire, engagées, puisque Stéphanie parlait d'engagement tout de suite, pour essayer de faire changer les choses un peu en profondeur. Donc voilà, je mets d'entrée de jeu un peu sur la table cette question. Mais avant de discuter de cela, il me paraît important de revenir en ouverture finalement sur un certain nombre de constatations, de faire un bilan. Alors, de la situation devant laquelle nous sommes confrontés. La situation, finalement, peut-être vous allez me dire, c'est pas vraiment la peine. On sait très bien ce qui se passe, on l'entend sans arrêt dans les médias, etc. Tous les jours, on nous abreuve de faits plus ou moins catastrophiques. Mais en fait, c'est souvent des faits séparés comme ça qu'on voit et qu'on relie pas forcément ensemble. Et puis, ça me paraît important de prendre un peu du recul avant finalement de s'engager dans du pratico-pratique. Hein. C'est en général ce que font d'ailleurs la plupart des journées d'études. Hein. Je pense à l'ICOM, je pense à l'INP, etc. Tout de suite, on tombe dans du pratico-pratique. On fait une journée et puis on parle d'éco-conception, on parle de régie durable, etc. Sans même avoir pris le temps de faire peut-être une sorte d'état des lieux ou de prendre un pas de côté ou un pas en arrière, on va dire, pour regarder la situation un peu de façon globale. Et donc, je vous propose finalement de faire ce petit exercice, hein, d'essayer de réaliser un petit état des lieux, alors évidemment très rapide, mais c'est peut-être aussi l'occasion pour la FEMS de revenir sur un certain nombre de fondamentaux, puisque l'histoire des musées de société et des écomusées, hein, ça me semble-t-il, a été pionnier dans ces domaines. Alors on n'a pas toujours, on a parfois oublié en cours de route, mais ça peut être intéressant justement d'y revenir et puis de se poser d'ailleurs la question de savoir pourquoi on a oublié un certain nombre de choses. Mais en tout cas, on va dire que pour aborder les problèmes environnementaux, on a besoin de le faire à partir d'une approche globale, hein, à partir d'une approche systémique. Et la pensée globale, finalement, c'est justement ce qui caractérise l'écomuséologie. Hein, c'est d'avoir une approche holistique et de ne pas séparer les choses finalement de façon, mais de penser écosystème et éco, et donc de façon holistique et systémique. Alors ça suppose beaucoup de lecture, beaucoup d'approfondissement, beaucoup de développement, et c'est d'ailleurs un problème parce que souvent les gens ne prennent pas le temps de faire ça, et notamment les décideurs, hein, ne prennent pas le temps de prendre le temps. Et donc on se retrouve à tomber très vite dans des logiques de l'expertise. Finalement, vous avez des experts qui identifient des problèmes et qui apportent des solutions. Et alors, si on reprend un peu la métaphore que Keller donne souvent dans ses conférences, il dit, vous savez, quand vous avez mal à la tête, vous avez des problèmes de peau, vous avez des problèmes gastriques, etc., vous avez des solutions. Hein, vous pouvez prendre du paracétamol, vous pouvez prendre de la tisane, vous pouvez prendre de la pommade, etc. Et puis, si c'est des maux séparés, ça va faire leur effet, hein, ça va marcher. Mais si ces maux sont le symptôme que vous avez un cancer, ce n'est pas le paracétamol, la tisane et la pommade qui vont marcher. Il va vous falloir une thérapie de choc. Et grosso modo, on peut dire que nous, dans la situation dans laquelle on est du point de vue environnemental, il faut une thérapie de choc, hein, effectivement, et il ne faut pas des solutions qui soient juxtaposées comme ça, les unes à côté des autres. Parce que finalement, quand on juxtapose les problèmes, on a toute chance de prendre d'avoir des solutions qui font simplement... qui peuvent résoudre d'ailleurs des choses, mais qui vont créer des problèmes dans le champ d'expertise du voisin. Et donc, vous avez des experts comme ça qui viennent nous donner des apparences de solutions, mais qui finalement n'en sont pas. Alors, on peut prendre des exemples. Hein. Vous avez les agrocarburants. Les agrocarburants, c'était merveilleux, ou la méthanisation aujourd'hui.
ça allait nous sortir du problème au niveau énergétique. Finalement, non, c'est un désastre parce que ça met en péril les cultures vivrières et donc c'est pas une bonne solution. On a eu, il y a 15 ans, l'idée de se dire on a toutes ces bouteilles plastiques PVC, qu'est-ce qu'on va en faire? On va faire des laines polaires avec. C'était une super idée. Oui, sauf que c'est un désastre parce que quand vous passez vos laines polaires dans la machine à laver, vous avez des microparticules de plastique qui partent dans les eaux, ça contamine toutes les eaux des rivières, des océans et donc toute la chaîne alimentaire. Donc on pourrait multiplier les exemples comme ça. Je peux en prendre un dans le domaine des musées qui va vous faire plaisir. Vous savez, on a, pour faire des économies d'énergie, on s'est dit on va changer les ampoules. Et donc on a changé le système d'éclairage. On a pris les ampoules tungstène qu'on a remplacées par des ampoules LED. Et les ampoules LED, effectivement, ça consomme moins d'énergie, donc c'est super. C'est super, sauf que pour produire des LED, c'est très très polluant. C'est un alliage de gallium, d'indium, de chrome et d'argent. Et en fait, ces ampoules sont absolument pas recyclables parce que justement, c'est des alliages qui sont complexes et qui donc sont très difficiles à recycler. Mais vous voyez, on a fait du développement durable. Donc voilà, donc il faut peut-être avoir ça à l'esprit et se dire que finalement, toutes les approches globales finalement nous amènent à aborder des choses d'une grande complexité. Alors comme le dit Paul Anderson, je vais faire des petits signes comme ça à chaque fois, je n'ai jamais vu de problème si compliqué soit-il qui, quand on le pose correctement, ne devienne encore plus compliqué. Vous voyez, d'entrée de jeu, ça nous met la barre haut. Donc s'intéresser à l'écologie, c'est effectivement de facto s'intéresser aux problèmes environnementaux, mais comme vous le savez, c'est aussi s'intéresser aux problèmes, aux questions sociales, aux questions politiques, aux questions démocratiques, aux questions économiques, etc., aux questions culturelles, bien évidemment, on y reviendra. Et tout ça doit être mis en interrelation. Donc, je ne vais pas avoir le temps de dresser un bilan de tout ça. Évidemment, d'habitude, quand les conférenciers essayent de jeter les bases d'une pensée systémique, ils demandent 3 heures. Mais les organisateurs m'ont juste donné 1 heure, donc du coup, je vais essayer de faire des pas de côté, enfin essayer de faire un bilan un peu rapide, et puis surtout abandonner un certain nombre de choses, mais essayer de reprendre. Je n'invente pas les choses, je fais simplement une synthèse de ce que d'autres disent, que ce soit des gens comme Jean Covici, comme Biou, comme Stéphane, comme Keller, etc. Et je piquerai un peu dans leurs données pour vous abreuver un peu de choses sans vous inonder de chiffres, parce que je sais que c'est souvent un peu indigeste, mais essayer de vous donner aussi quelques références à l'écran de bouquins qui me paraissent tout à fait fondamentaux si on veut un peu approfondir les choses. Alors, sur le plan environnemental, vous savez que la planète Terre est évidemment finie, mais aussi que les écosystèmes peuvent se régénérer. Ils peuvent se régénérer, mais sauf qu'à partir d'un certain seuil, à partir d'un certain moment, la régénération n'est plus possible et les choses deviennent plus complexes. Alors, vous avez Johan Rockström qui a défini 9 limites planétaires. Vous comprenez que tant que vous êtes dans le vert, vous êtes, il n'y a pas de problème. Mais dès que vous rentrez dans la zone orange, vous rentrez dans des zones instables, dans des zones finalement des effets de seuil, des effets en chaîne, des perturbations qui deviennent finalement incontrôlables parce que les choses ne sont pas sur des courbes proportionnelles ou linéaires, mais il y a des effets d'emballement qui fait que on perd un peu la maîtrise de tout ça. Alors, sur ces 9 limites planétaires qui ont été identifiées, on en a déjà dépassé 6. Et pour la 7e, c'est-à-dire l'acidification des océans, on se rapproche de la limite. Donc, on a effectivement les deux autres, on va dire, entrées, on n'a pas assez de données scientifiques pour trancher. Je vais reprendre la typologie que Arthur Keller propose parce qu'elle me paraît assez intéressante pour classer les choses. Donc, du point de vue, on va dire, du premier chapitrage, on va dire l'analyse des sols, tout ce qui est l'analyse de la Terre,
finalement, de plus en plus, on s'aperçoit que les terres sont profondément dégradées, il y a d'une part l'artificialisation des terres, mais aussi que finalement les cycles sont très dégradés au niveau des cycles de la biogéochimique. Alors tout ça, c'est du fait de, on va dire, de l'agriculture intensive, du fait des questions de gestion des forêts, mais aussi, finalement, on a donc dans le cycle biogéochimique, vous savez, des grands cycles du vivant, et notamment le cycle du phosphore et de l'azote, qui sont profondément déréglés. Alors, vous savez que on a besoin de phosphore pour les plantes pour pousser, et puis les animaux vont manger les plantes, vont déféquer, mourir, retourner dans le sol, ça va permettre à d'autres plantes de pousser, etc. Bon, ce cycle-là, qui est bien connu, qu'on apprend finalement en classe de 3e, est-ce qu'on en tire vraiment toutes les conséquences ? Non, pas vraiment, parce qu'on continue à mettre le phosphore dans l'eau plutôt que de le mettre dans la terre, quand vous allez aux toilettes, par exemple. Et donc, on va provoquer une acidification, une eutrophisation de l'eau, et de l'acidification des cours d'eau et in fine des océans. Et donc on va profondément dégrader les chaînes habituelles et naturelles. Donc première mesure, voilà, d'entrée de jeu, si vous voulez changer les choses dans vos musées, supprimez les toilettes. Mettez des toilettes sèches et puis expliquez au public pourquoi. Le phosphore, faut le mettre dans la terre, il ne faut pas le mettre dans l'eau. Donc, qu'est-ce qu'on fait à la place de ça ? C'est ce qu'a fait le musée de Nancray, d'ailleurs. Je crois qu'il est dans la salle, ou je ne sais pas s'ils sont arrivés, Nancray. Faire des toilettes sèches. Finalement, qu'est-ce qu'on fait ? On va mettre du phosphore artificiel. Donc, on va aller chercher du phosphore dans les mines au Maroc, dans le Sahara occidental. 70% des réserves de phosphore sont là. Et donc, on va aller les chercher dans des mines de phosphore pour le ramener pour l'agriculture. Les experts nous disent qu'on en a pour encore jusqu'en 2040. Et donc, il nous reste grosso modo 15 ans pour continuer à perfuser les sols avec du phosphore artificiel ou changer de modèle d'agriculture et puis faire en sorte qu'on revienne à une agriculture où on met le phosphore au bon endroit. Donc, vous voyez qu'il y a des intrants qu'on appelle dans l'agriculture. Il n'y a pas que ceux-là. Il y a évidemment aussi tout ce qui est de l'ordre, on en parle quand même beaucoup, de l'usage des pesticides. Alors, malgré le plan phyto, vous avez une augmentation sans cesse de l'usage des pesticides. Donc, on a d'ailleurs des pesticides avec des molécules de plus en plus puissantes, puisque les doses ne font plus effet. Donc, on est obligé de trouver des nouvelles molécules. Donc, vous avez ces pesticides SDHI depuis 2013, dont on a très peu de recul pour savoir les effets dessus. Et puis, vient tout juste de sortir les pesticides avec des nanomatériaux qui arrivent sur le marché. Donc tout ça, évidemment, va se retrouver avec ces molécules assez puissantes dans les eaux. Vous savez que la France est le 3e utilisateur de pesticides au monde, après les États-Unis et le Japon. Ça, on ne vous en parlera pas à la Cité de la Gastronomie, mais on en consomme 4,5 kg par habitant et par an. Donc on a un cycle de l'eau douce qui va devenir problématique, avec des pollutions évidemment chimiques et physiques, et puisqu'on a aussi l'apparition de tout ce qui est de l'ordre des nanotechnologies. Les nanotechnologies, alors vous avez par exemple des nanoparticules de titane dans votre yaourt ou dans le dentifrice pour le rendre plus blanc. Vous avez du nano-argent dans les vêtements parce que ça a des propriétés antibactériennes et donc on va en mettre un peu partout. Et tout ça va passer après la machine à laver dans le cycle de l'eau et va être totalement irrécupérable dans les eaux qui vont être usées.
Plus alarmante encore, toutes les biotechnologies qui arrivent, les nouveaux OGM qui arrivent sur le marché ou dont on commence à parler de les autoriser, les OGM NGT. Bref, autant de pollutions génétiques qui sont aussi qui font partie du tableau. Rappelons évidemment les pollutions au plastique. On n'a jamais consommé autant de plastique. On est passé de 600 grammes d'usage de plastique à 45 kg par habitant aujourd'hui. 600 grammes dans les années 50 à 45 kg aujourd'hui. Et puis, finalement, ce plastique, on a aussi un grand enfumage autour de ça, on va dire, avec le recyclage, où on nous parle de recycler. Le plastique ne se recycle pas, il se réemploie dans d'autres choses, mais il ne se recycle pas, c'est-à-dire qu'en fait, les molécules de plastique restent à jamais pour contaminer. Vous avez beau mettre le plastique dans le macadam, c'est ce qu'on fait en général quand on vous dit qu'on recycle du plastique. On fait des routes avec. Mais en fait, les molécules peuvent, évidemment, quand le macadam se dégrade, s'échapper et retourner dans l'environnement. Donc, vous avez d'ailleurs, alors je vous cite ce bouquin, Nathalie Gontard, qui est une spécialiste de la question, qui est tout à fait intéressant. Du reste, on a fait un test récemment et on a retrouvé des microplastiques dans 70% des stocks de poissons pêchés dans l'Atlantique Nord. Donc voilà, du plastique un peu dans toute la chaîne alimentaire et qui contamine un peu partout. Vous connaissez cette étude de 2019 qui nous dit qu'on ingère ou on inhale 5 grammes de plastique par semaine par habitant. Voilà. Alors, on pourrait multiplier les exemples. On peut aussi, peut-être en parallèle, signaler l'explosion des cas de cancer, puisqu'on a doublé. Aujourd'hui, on a le double de cas de cancer qu'en 1990. Et l'OMS nous dit d'ailleurs que les cancers vont augmenter de 77% selon les provisions d'ici 2050. On a effectivement, je passe sur les perturbateurs endocriniens, sur les effets cocktails de molécules dont on sait très peu de choses quand elles sont associées les unes avec les autres. Il n'y a pas vraiment de données là-dessus encore. Alors, ce n'est pas que d'ailleurs la santé physique qui est en jeu. Les capacités mentales sont aussi concernées. Alors, ça a été montré pour le bisphénol A. Donc, je ne vous parle pas même là de la surexposition aux écrans depuis la naissance ou des questions de pollution de l'air avec les particules fines dont on sait qu'elles atteignent aussi les capacités cognitives. Mais aujourd'hui, c'est tout le domaine des phtalates qui sont sur le devant de la scène et qu'on commence à soupçonner. Alors vous en avez partout, dans les cosmétiques, dans les peintures, dans les vêtements. Voilà, donc on va retrouver un petit peu ces éléments-là un peu partout. Alors on ne va pas faire la liste de tous les polluants parce qu'on y passerait les 3 jours, je pense, et on a d'autres choses à se dire. Mais on va dire que tout ça se retrouve effectivement très souvent dans l'eau. Alors, par rapport à l'eau, vous savez que quand ça arrive dans les océans, plus du quart du carbone émis par les humains, finalement, est capté par les océans. Alors, c'est une bonne chose. Mais ce qui est moins bon, c'est que ça crée ce qu'on appelle l'eutrophisation, voire des problèmes d'anoxification, c'est-à-dire d'absence d'oxygène dans des grandes parties de l'océan, qui sont de plus en plus importantes. Ce n'est pas un scoop, vous savez que le niveau des mers monte, les rapports du GIEC successifs le revoient sans cesse à la hausse. Pour le moment, c'est 4,4 mm par an en moyenne. Mais surtout aussi, cette augmentation du niveau des mers, c'est aussi une augmentation de la salinisation des nappes phréatiques et ce qui rend les sols stériles, là où effectivement l'océan se répand. Finalement, cet océan aussi, on nous dit qu'avec plus de degrés, c'est l'ensemble de la chaîne des coraux qui disparaît. Il faut savoir que les coraux, c'est 25% de la chaîne
animale et des 25% de la chaîne écologique qui en dépend. Et donc on va vers une disparition, on va dire, d'une grande partie de la biodiversité océanique, qui, on le voit déjà dans les baisses de tonnage de pêche, etc. Alors à propos de, effectivement, tout ce qui est biodiversité, je ne vais pas vous inonder de chiffres, il y en a plein, vous les entendez aussi. Et puis c'est tout aussi grave que le réchauffement climatique, les questions de la 6e extinction des espèces. Je vous donne juste un chiffre qui est quand même un petit peu marquant. Vous savez que sur les vertébrés sauvages, les vertébrés, je veux dire, 96% des vertébrés, c'est les humains, les animaux domestiques et les animaux d'élevage. Il reste 4% pour les animaux sauvages, c'est-à-dire que grosso modo, certains nous disent qu'on est en train d'éliminer le sauvage de cette planète et que c'est une sorte d'écocide. Donc voilà, on aimerait d'ailleurs que les muséums s'emparent un peu de la question. Et donc, tout ce qui est de l'ordre de la cryosphère, c'est tout ce qui est l'eau sous forme de glace, la calotte glaciaire, le permafrost, etc. Et donc, vous savez que tout ça fond 4 fois plus vite que prévu. Là aussi, les rapports du GIEC successifs revoient à la hausse constamment les choses. Et plus ça fond, plus ça accélère la fonte. Alors, vous allez me dire, la fonte du pergélisol, il paraît que ça va libérer des virus. Et ça sera peut-être une réponse à nos solutions. Mais finalement, on pourrait faire une parenthèse aussi et voir que les questions de santé, l'OMS avait lancé un cri d'alarme en 2015 en disant que, attention, il y avait des mécanismes d'antibiorésistance et que, en fait, les antibiotiques allaient devenir inopérants. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui sont résistants aux antibiotiques, sur qui ça ne fait plus d'effet. Donc, le cri d'alarme était en 2015 de nous dire, attention, à partir de 2025, on risque d'avoir des gros soucis. Finalement, vous savez pourquoi, d'ailleurs, on devient résistant aux antibiotiques. C'est parce qu'on en prend de plus en plus, mais surtout, c'est parce qu'on en met de plus en plus fort pour les élevages de cochons intensifs, parce que ça les fait grossir plus vite. Donc c'est pour ça passe la chaîne des espèces et effectivement on devient résistant aux antibiotiques. Les questions d'atmosphère, le climat, je ne vais pas m'y étendre, vous en entendez parler sans arrêt. Effectivement, ça se réchauffe, on a des perturbations climatiques et puis ça se réchauffe de plus en plus vite. Si on continue comme ça, les effets du changement climatique vont se multiplier tous les 20 ans, vont doubler tous les 20 ans. Et donc, on va avoir effectivement tout ce qu'on connaît, les méga-feux, les typhons, etc. Vous avez d'ailleurs des historiens aussi qui ont regardé, qui ont vu que en fait, tout ça n'est pas nouveau, on le sait depuis très longtemps. Les premières alertes sur les questions, en tout cas les doutes qu'on avait sur l'effet de serre, c'est 1824. Les questions de dioxyde de carbone s'est mis en évidence en 1896. Donc voilà, je ne vais pas faire toute la liste, mais ce n'est pas nouveau. Alors juste une précision, si votre grand-oncle à table un jour fait une plaisanterie en vous disant « mais 2 degrés, ce n'est pas grave, on se sentira mieux, ce sera plus agréable, etc. » Dites-lui que non, ce n'est pas la météo journalière qu'il faut penser, c'est à la température du corps. Donc quand on passe de 39 à 41 degrés, on est mal. Quand on passe à 43 degrés, on est mort. Donc voilà, alors à ce stade de mon intervention, je vais faire une petite blague pour vous détendre, parce que il paraît, on nous dit sans arrêt dans les musées qu'il ne faut pas être anxiogène, donc il ne faut surtout pas être anxiogène. Donc je vais faire une petite blague. Si on s'amusait à donner, à offrir le territoire de la communauté urbaine de Dunkerque, qui est un territoire très industrialisé, le dernier territoire vraiment industrialisé de France. Si on s'amusait à le donner à la Belgique, on réduirait d'1 quart les émissions de gaz à effet de serre de la France. Bon, ça vous laisse... ça permettrait d'atteindre les accords de Paris, sans doute.
hein, et donc, effectivement, ça laisse songeur sur tout ce qu'on fait peser sur vos épaules en termes de responsabilité individuelle, vous voyez. Alors, la question des énergies fossiles, hein, là aussi, c'est bien connu. Alors, ce qui est peut-être moins connu quand même, c'est que par rapport au charbon, hein, on est dans une région où on a extrait beaucoup de charbon. Finalement, vu d'Europe, on a l'impression qu'on n'utilise pas de charbon. Pas du tout, hein. On n'a jamais autant consommé de charbon qu'aujourd'hui. Finalement, la consommation de charbon ne fait qu'augmenter. Elle a encore augmenté d'1,2% l'année dernière. Et en fait, on est dans une augmentation constante de tous les moyens énergétiques. Et tout ce qu'on nous dit sur les énergies renouvelables ne sert qu'à compenser la hausse de consommation, mais pas du tout de venir se substituer ou de réduire la consommation des énergies fossiles. En tout cas pour le moment. Ce qui fait dire d'ailleurs à Fressos que la transition énergétique est un mythe, hein, on n'est pas du tout dans une transition énergétique. Alors, le pétrole, le pétrole, vous savez qu'on est tous drogués au pétrole, hein, il y en a partout, il nous accompagne partout. Et il faut savoir que le pétrole est de plus en plus difficile à extraire. Donc, en fait, pour un baril qu'on extrait aujourd'hui, il en faut 6. Donc, on utilise 6 barils de pétrole pour en extraire un. Donc, on est dans une énergie qui va être de plus en plus contrainte, qui va devenir de moins en moins bon marché. Et c'est pour la première fois en fait, de l'histoire de l'humanité qu'on va avoir moins d'énergie disponible que ce qu'on a connu avant, hein, où avant on avait toujours d'énergie en plus. Là, ça risque d'être un peu problématique. Et en fait, vous avez vu d'ailleurs qu'il y en a certains qui s'énervent sur le nucléaire, hein, à ce sujet. Alors le problème, c'est que pour faire du nucléaire ou pour faire des énergies renouvelables, on a besoin de pétrole. Finalement, on ne sait pas faire des choses pour nous passer de pétrole sans pétrole. Et donc effectivement, c'est une petite question. La question des minerais, elle est encore plus fondamentale. Elle me semble vraiment être la clé de voûte de tout un système. Et c'est quelque chose dont on ne parle pas si fréquemment que ça, on n'en parle pas tant que ça. Finalement, toutes les technologies qu'on nous propose reposent sur des métaux. Et alors les métaux, d'une part, on nous dit qu'on a à peine commencé la transition énergétique, hein, qu'on nous donne déjà des alertes sur des pénuries à venir, sur le cobalt, sur le lithium, sur le titane, etc. Mais en fait, ce n'est pas du tout ce qu'il y a de plus grave. En fait, la grosse problématique avec les mines, c'est que c'est un générateur de pollution énorme. Et donc, non seulement on extrait des tonnes de matière, hein, pour un rendement assez faible. Vous savez que les rendements, c'est 0,6%. Donc, il faut extraire 1 tonne de matière, la broyer, etc., pour 0,6% de minerais en moyenne qu'on va récolter. Donc, vous avez comme ça des rendements qui vont avoir une pression, évidemment, assez forte sur les milieux, hein, sur l'eau, sur la biodiversité, parce qu'en plus, il faut dire que pour extraire le minerai, on ne va pas simplement l'extraire, mais il faut le traiter, et donc on va utiliser beaucoup de produits chimiques pour le traiter, de l'acide sulfurique, des éléments radioactifs, etc. Et donc tout ça va dans les nappes phréatiques, contamine les sols, etc. Et donc ça crée tout un effet en chaîne. Alors peut-être un exemple, hein, la mine de Hambach en Allemagne, c'est une grosse mine, c'est le plus gros émetteur de gaz à effet de serre d'Europe. Voilà, quand vous consommez des métaux, pensez à ces paysages-là, c'est ça qui est derrière. L'autre question, peut-être on peut voir, là vous voyez un petit point. Le petit point, c'est juste ce qui symboliquement représente ce qui a été produit à partir de ce gros trou qu'on a fait autour, hein. C'est le métal qu'on a finalement récupéré donc dans cette mine. Alors pour faire la transition énergétique telle qu'on nous la propose, hein, avec beaucoup d'électrification, il faut finalement beaucoup de cuivre. On ne sait rien faire sans cuivre. Voilà la courbe de production du cuivre. Vous voyez que là, on n'a encore pas commencé la transition énergétique et écologique. Il faut beaucoup de cuivre. Alors prenons l'exemple de la voiture électrique.
Pour une voiture thermique, c'est 20 kg de cuivre. Pour une voiture thermique, c'est 80 kg de cuivre. Et après, il faut ajouter les prises, 100 kg par prise, et il faut ajouter le réseau de distribution. Donc vous imaginez que, non seulement si la France passe à l'électrique, mais si tous les pays du monde se disent on va faire des voitures électriques, vous imaginez l'envol de la courbe. Il va falloir faire quelques mines. Pour un parc automobile en plus qui sera renouvelé dans 10-15 ans. Les voitures seront Donc ça, c'est de la transition écologique, vous voyez. Donc qu'est-ce qu'on nous propose en général? On nous propose des solutions techniques. On nous propose des solutions qui passent par plus de technologies, la Smart City, les techniques dites de transition, l'agriculture connectée, etc. Et donc on nous propose ça en nous vendant cette société dite écologique. Ça me fait rire parce que j'étais dans cette salle à votre place il y a quelques années avec les copains de l'Écomusée. On était venus écouter Jérémy Rifkin avec les élus de la région pour nous vendre ce qu'ils appellent la REF 3. C'est le Green New Deal, donc c'est-à-dire que c'est ça, c'est des solutions technologiques pour soi-disant faire la transition écologique. Finalement, à chaque fois qu'on vous avance une solution technologique, à chaque fois qu'on vous propose des solutions comme ça, pour une pseudo-transition selon moi, posez-vous la question des matériaux et très vite vous allez remonter aux mines, à l'extraction minière. Donc c'est vraiment la clé, me semble-t-il, de beaucoup de choses. C'est la face cachée de beaucoup de choses. Alors on nous dit d'ailleurs que la quantité cumulée de matériaux dont on aurait besoin pour faire cette transition écologique telle qu'on nous la présente, représente, dans les 35 prochaines années, représente plus d'extraction qu'on en a fait depuis l'Antiquité. Autre donnée qui donne le vertige, une étude de 2020, finalement, nous dit que si on fait la transition écologique avec toutes les productions, les impacts écologiques seront plus importants que si on était resté sans rien faire. C'est-à-dire que la pression minière est telle que les effets négatifs risquent d'être supérieurs aux effets qu'on voulait justement éviter. Bon, on va me rétorquer, il y a du recyclage, il y a l'économie circulaire, effectivement, mais on n'en prend pas du tout la direction. Pour le moment, le recyclage, c'est l'alibi du jetable. Vous savez, comme c'est recyclé, je peux consommer. Et en fait, quand on a des produits qui sont bourrés d'électronique, qui sont miniaturisés, on ne les recycle pas. Donc, je vais vous donner un exemple. Si vous prenez le téléphone portable, vous voyez tous les éléments de la table de Mendeleïev qui sont dans un téléphone portable. On recycle 2 ou 3 éléments là-dedans, tout au plus. Parce que ça coûte beaucoup trop cher quand c'est miniaturisé, quand c'est avec des éléments complexes. Donc, en fait, tous les dispositifs de technologie connectée qu'on nous vend, c'est absolument pas recyclable. Ça coûte tellement cher. Et puis en plus, comme on est dans une société, si on était encore dans une société où il y a un seul ou 2 produits, on pourrait mettre en place des filières de recyclage. Mais comme les produits sont tous différents, avec des X marques qui ont tous des spécificités différentes, eh ben, c'est absolument pas recyclable. Donc vous avez... alors, par exemple, on peut se poser la question, vous allez me dire, il est parti loin des musées. Oui, mais en même temps, pas tant que ça. Vous savez, il faut de l'indium, par exemple, pour faire des écrans tactiles. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un écran tactile dans un musée pour choisir un film? Je pose la question. Le numérique, puisqu'on en parle, le numérique, il faut savoir qu'il a dépassé le trafic aérien en coût CO2 aujourd'hui. Non seulement arrêtez de prendre l'avion, mais vous pouvez aussi résilier votre abonnement Netflix. C'est un quart de la bande passante aujourd'hui dans le monde. Le numérique, évidemment, demande des data centers. Les data centers, rien qu'en France, c'est 10% de la consommation électrique de la France qui est utilisée pour refroidir les data centers.
Donc, je ne vous parle pas de la voiture autonome. La voiture autonome, vous imaginez les milliers de données qu'il faut faire remonter instantanément pour faire fonctionner une voiture autonome. Des experts ont calculé que si on faisait 100 millions de voitures autonomes, il faudrait multiplier par 19 la taille de l'Internet mondial actuel. Il va falloir quelques data centers en plus. Donc, vous voyez qu'on est un peu dans une course un peu débridée. Pendant que je vous parle, en 1 heure, il y a 10 milliards de mails qui se sont échangés dans le monde, c'est-à-dire que c'est l'équivalent de 4000 allers-retours Paris-New York en avion. Donc peut-être qu'il y a un moment donné, bon, je sais qu'on gagne en performance, hein, vous allez me dire que les appareils consomment de moins en moins, et c'est vrai. Mais justement, parce qu'ils consomment moins d'un côté, on consomme plus de l'autre. Bah, l'exemple de la 5G. L'exemple de la 5G, totalement inutile, mais on l'a fait quand même, parce que sinon on aurait l'air d'amiche. Donc, il faut la faire. Alors, puisqu'on en est au numérique, vous avez peut-être que Aurore Stéphan, par exemple, qui est une spécialiste d'extraction minière, elle nous dit qu'il faut impérativement, de façon urgente, dénumériser la société et arrêter le numérique et mettre du numérique que là où il est indispensable. Est-ce que vraiment le numérique est indispensable dans les musées? Je ne suis pas sûr. Peut-être, en tout cas, on peut mettre un moratoire ou se dire qu'il faut arrêter de faire de l'innovation pour l'innovation. Et donc arrêter de faire de la réalité augmentée, des dispositifs virtuels, de l'intelligence artificielle, bon, etc. Et donc peut-être qu'à un moment donné, il va falloir dire stop, peut-être se déconnecter des réseaux sociaux, supprimer les mailings, les cartes de vœux électroniques, enfin tous ces trucs qui ne servent à rien en fait, et puis revenir peut-être à des trucs un peu plus sobres, et notamment se dire que l'innovation aujourd'hui, elle n'est pas dans plus de technologie, elle est plutôt dans la recherche, dans les low-tech. Alors, on y reviendra parce que les musées de société, justement, me semblent bien placés pour être pionniers, pour travailler dans le domaine des low-tech. Alors, si on continue, est-ce que vraiment, du point de vue de notre société, on a vraiment changé les choses et est-ce qu'on est dans une quelconque transition? Non, en fait, on n'est pas encore du tout rentré dans une quelconque transition. On est dans, et depuis les 30 glorieuses, que certains ont appelé les 30 désastreuses, finalement, on est dans un processus qui ne fait que s'accélérer. Il y a une accélération sur tous les indicateurs. Et notamment dans les 10 dernières années. Alors, il y a eu une étude qui a été faite, qui s'appelle la grande accélération, et qui nous montre que tous les indicateurs augmentent, aussi bien sur la prédation sur les systèmes naturels que les effets sur les systèmes naturels. Et en fait, on produit pour transformer en déchets énormément de choses. Et donc, et là, vous voyez des courbes qui s'accélèrent et qui s'accélèrent d'autant plus depuis le moment où on parle de transition écologique. Je vous donnerai juste un exemple, parce qu'il est quand même assez marquant, on pourra en prendre plein. C'est l'exemple du sable. Vous savez qu'on a besoin de sable pour la construction. Le sable, on commence à être en pénurie de sable. On a importé du sable d'Australie pour construire dans les Émirats arabes les grandes tours, etc. Mais vous savez que ce sable, par exemple, depuis 2010, tous les 2 ans, la Chine consomme plus de sable en 2 ans que les États-Unis en ont consommé pendant tout le XXe siècle. Ça donne un peu le vertige. Donc on est effectivement dans quelque chose, dans ce que François Frassos appelle l'accumulocène. Il nous dit l'anthropocène est un accumulocène. On va tout dans quelque chose qui est toujours plus. Et finalement, depuis que l'on parle de baisse des émissions de gaz à effet de serre, on peut dire qu'elles n'ont jamais autant augmenté, puisque plus de la moitié du CO2 rejeté dans l'atmosphère par la combustion des énergies fossiles, plus de la moitié l'a été depuis 30 ans.
c'est-à-dire depuis le sommet de Rio. Alors, évidemment, les sociétés humaines et les questions aussi de surpopulation, autre sujet tabou, vivent dans un excès écologique. Vous savez tous cette donnée, on la répète souvent, il nous faudrait 5 planètes et demie pour vivre comme des Australiens, 3 pour vivre comme des Français, 0,7 pour vivre comme des Indiens. En fait, c'est ce qui fait dire à Corinne Morel-Darleux dans son dernier bouquin que peut-être que les Indiens vont être beaucoup plus résilients et que le choc sera beaucoup moins terrible que pour les Occidentaux quand il va falloir apprendre à vivre avec peu. Et aussi quand il va falloir apprendre à réapprendre des savoir-faire que nous, on a perdus. Et là aussi, c'est un petit sujet pour les musées, et notamment pour les musées de société. C'est-à-dire que peut-être que c'est intéressant qu'on repense aux questions de réapprentissage des techniques et des savoir-faire qu'on a perdus, et qu'on ne vienne pas simplement observer ou admirer des objets dans les musées, mais peut-être qu'on mette en place des choses pour réapprendre. Alors peut-être, je n'ai pas le temps de vous parler de l'augmentation du transport maritime, du trafic aérien, etc. Simplement une petite intermède de publicité pour vous conseiller d'aller vous précipiter, aller voir l'exposition sur l'économie des copains de Neuchâtel, au musée d'ethnographie de Neuchâtel, une exposition formidable. Cet intermède publicitaire étant passé, finalement, qu'est-ce qu'on a fait depuis 20 ans pour vraiment changer des choses, qu'est-ce qu'on a vraiment changé et est-ce qu'on a vraiment d'ailleurs essayé de changer des choses. Vous savez que les Français dépensent 10 tonnes d'équivalent CO2 par an, et que si on veut respecter les accords de Paris, il faut qu'on arrive à 2 tonnes CO2 par an en 2050. Alors comme ça paraît très abstrait, c'est l'équivalent de 2 allers-retours Paris-New York, 2 tonnes de CO2. Ça veut dire qu'il va falloir sans doute faire plutôt du vélo que de prendre l'avion. Il va sans doute falloir manger un peu moins de viande et de produits laitiers, mais ça ne va pas suffire. Si tout le monde le fait, avec toute la bonne volonté du monde, si tous les citoyens se disent on prend ces mesures-là, on va faire des économies d'à peu près 20%. Donc il va falloir des mesures beaucoup plus drastiques pour y arriver. Donc, si on voulait être conséquent aujourd'hui, on arrêterait toutes les activités inutiles. Et puis, on essayerait de réhabiliter les conditions d'habitabilité de la planète Terre, c'est-à-dire que de restaurer les espaces du vivant et les conditions d'habitabilité. Jean Covici rappelle qu'il nous faudra un Covid supplémentaire chaque année pour respecter les accords de Paris et le seuil des 2 degrés. Ça veut dire, dans un autre langage, qu'il nous faudrait une décroissance de 5% par an, chaque année, par rapport à l'année précédente, ceci pendant 30 ans. Donc, voilà, il va falloir... alors, toutes les théories qui vous annoncent qu'on va produire plus en consommant moins d'énergie, ces théories du découplage, c'est tout à fait du pipeau. Pour le moment, ça ne marche pas et ça n'a jamais marché, pour le moment en tout cas. Les pays décarbonés, ceux qu'on nous met en avant, qui nous semblent vertueux, des pays comme la Suède par exemple, sont vertueux simplement parce qu'ils ont externalisé leur pollution polluante ailleurs, c'est-à-dire qu'on a fait les ateliers de production polluants à l'autre bout du monde. Et tout simplement, alors je vous donne un petit exemple, le pot catalytique. On est super content d'avoir des pots catalytiques, on a moins de particules fines dans nos villes, moins de pollution de l'air, etc. Mais c'est quand même du platine et du palladium qui sont extrêmement polluants à produire. Et en fait, la pollution est juste externalisée en Asie, mais il y a autant de pollution, on n'a pas diminué du tout. Alors, mauvaise nouvelle, le problème, c'est que la pollution, elle n'a pas de frontières, et que les activités industrielles de la fin du XVIIIe siècle de l'Angleterre se lisent aujourd'hui dans les glaces de l'Himalaya à 7000 mètres d'altitude. Donc, ça n'a pas de frontières. Donc, si l'Asie émet plus de CO2, c'est tout simplement parce qu'elle produit pour toute la planète et surtout pour les pays occidentaux.
qui ont externalisé leur pollution. Donc la solution n'est pas dans leur recyclage, n'est pas dans le même... voilà, la solution, elle est dans ne pas faire, en fait. Hein, c'est-à-dire que la diminution de la demande, c'est beaucoup mieux. Donc, à ce stade, je vous pose la question, est-ce que votre prochaine expo est vraiment indispensable? Alors, je ne vous dis pas ça pour vous dire de la faire ou ne pas la faire, hein, parce que finalement, au bout du compte, face aux masses de données qu'on a, c'est peanut, hein, ça ne représente pas grand-chose par rapport au volume. Mais d'un point de vue symbolique, il me semble que voilà, pour l'exemplarité comme marqueur, ça aurait quand même du chien si les musées disaient « stop, on arrête ». Ça pourrait marquer les esprits. Hein, pour les plus vieux dans les salles, hein, c'est l'an 01. Alors peut-être qu'il faut apprendre à ne pas faire, ou en tout cas il faut apprendre à ralentir, ça c'est sûr. Ce n'est pas dans nos habitudes, on n'a pas été nourri, boosté avec ça depuis les années 50, où c'est toujours plus. Hein, François de Closet avait sorti un bouquin comme ça, toujours plus. Finalement, là il faut qu'on apprenne l'inverse, qu'on apprenne à ralentir. Alors, j'ai pour le moment abordé que des questions environnementales. Vous avez vu que je n'ai pas abordé les questions sociales, les questions démocratiques, les questions politiques, les questions économiques, hein, comment les riches bousillent la planète, parce que quand même, faudra en parler. Je n'ai pas le temps. Mais du coup, je vais plutôt arriver aux questions culturelles. Et la question culturelle, finalement, elle est hyper importante, hein, elle est centrale. C'est une question anthropologique majeure, parce que finalement... c'est des modèles, hein, c'est des modèles de société, des modèles de comment on veut vivre, hein, comment on veut, qu'est-ce qu'on veut être. Et donc les structures culturelles proposent des imaginaires, proposent des récits, hein, proposent des repères, hein, des constructions nous permettent de nous construire ensemble, hein, de construction collective. Et donc, la responsabilité des acteurs culturels est absolument essentielle. Hein, et on devrait toujours avoir finalement les acteurs culturels comme interlocuteurs privilégiés quand on commence à parler de transition, parce que ce sont des... Voilà, et notamment si on veut éviter le repli, hein, individuel, communautaire, religieux, etc., le nous et les autres, hein, qui sont scindés, le clivage, etc., une dichotomie. Tel qu'on le voit monter dans le monde aujourd'hui, ça veut dire qu'il faut qu'on soit, voilà, qu'on puisse écrire d'autres récits, proposer d'autres récits. Alors, finalement, je voudrais, pour finir, insister sur 3 points. Hein, c'est d'une part, donc, dans un premier temps, sur cette question de la réécriture des récits. Alors, il ne s'agit pas d'adopter une visée négationniste, hein, il ne s'agit pas de réécrire l'histoire, mais peut-être de la raconter autrement et de raconter peut-être aussi une sobriété plus désirable ou rendue désirable. Finalement, faudrait aussi changer nos représentations de la science. Hein, je n'ai pas le temps d'en parler là, mais essayer d'avoir une vision peut-être qui fasse un peu plus le tri et arrêter d'avoir une vision positive de la science ou de la technologie en soi, parce qu'il y a aussi plein de merdes qui sont produites par la science et ça serait bien de faire le tri. Hein, mais bon, ça c'est pour les musées de sciences, on pourrait en reparler. Bref, aujourd'hui, on est plutôt polarisé autour des musées industriels. Hein, et donc, qu'est-ce qu'on nous raconte dans ces musées industriels? Qu'est-ce qui nous est transmis? Qu'est-ce qui nous est dit? Mais qu'est-ce qui nous est aussi pas dit, hein, qu'est-ce qui est caché d'une certaine manière, ou en tout cas hors cadre, hein, hors champ? Dans les musées industriels, finalement, souvent, on nous raconte l'épopée industrielle. Parfois, on nous parle du monde ouvrier quand on nous raconte on fait de l'histoire sociale, hein, au mieux, mais en général, c'est plutôt l'histoire de la technique, l'histoire des ingénieurs, des inventeurs, des capitaines d'industrie, des patrons qui ont fait... et puis de la gloire d'un territoire qui a été porteur de tel ou tel bassin de production. Et donc, on nous raconte cette épopée industrielle et on l'idéalise, hein, souvent, la plupart du temps.
C'est un peu ce que j'ai appelé, en m'amusant, le syndrome de la cité de l'espace. Hein, je suis allé voir une ancienne étudiante il y a quelques années à la Cité de l'Espace et elle était toute fière de me dire oui, pour des questions de RSE, on va faire de l'éco-conception. Je lui ai dit ouais, enfin, je n'ai pas pu m'empêcher d'éclater de rire, quoi. Je lui ai dit bah ouais, c'est bien l'éco-conception, c'est super. Mais enfin, il faudrait peut-être arrêter de faire rêver les jeunes et les jeunes générations à la conquête spatiale, quoi. Donc peut-être commencer à réfléchir un peu au récit et à qu'est-ce qu'on raconte aux gens. Alors évidemment, ça, c'est beaucoup plus dur et je pense que les musées, ils en sont là. Ils en sont dans cette logique-là, c'est-à-dire qu'on n'a encore pas changé les récits. Donc finalement, dans cette, qu'est-ce qu'on peut mettre en lumière, hein, comme autre histoire que dans ces conditions du développement industriel? Bah, d'une part, on pourrait déjà revenir aussi sur les questions du salariat. Le salariat aujourd'hui nous paraît évident. Ça n'a pas été du tout une évidence, hein, au XIXe siècle. On est passé avec des conditions drastiques. Les ouvriers ne voulaient pas du tout devenir salariés, hein. Ils perdaient leur indépendance, etc., ce que Marx appelait l'aliénation. En fait, ça a été des luttes et des impositions. Ce qu'on redécouvre aujourd'hui avec le mouvement luddite, hein, voilà, il y a pas mal de bouquins qui sortent là-dessus, ou les briseurs de machines, etc. Et puis, on a évidemment aussi perdu tout un ensemble de savoir-faire. C'est-à-dire que quand on est passé de l'objet unique fabriqué par un artisan à la mécanisation par la machine, on a perdu des savoir-faire, hein. On a perdu finalement l'art de la main au profit de la standardisation, au profit de choses qui sont donc une perte et une dépossession de savoir-faire par les gens, par des industries, etc. La question finalement aussi de la provenance, hein, des matières premières. D'où viennent-elles, mais aussi des machines, où est-ce qu'elles sont fabriquées, de la circulation des hommes. Bref, une relecture pour montrer aussi quelles sont les richesses qui ont été produites et comment elles ont été produites, hein, finalement au détriment de qui? La plupart du temps par la spoliation d'autres pays, hein, et notamment évidemment, on pense au colonialisme, hein, au plantationocène, à l'extractivisme, etc. Et donc toute cette relecture finalement de comment on a accumulé du capital. Et puis tiens, ça nous intéresse parce que finalement, l'accumulation du capital, c'est aussi ce qui a permis la constitution des collections et en fait la naissance de beaucoup de musées. Et donc il serait peut-être bien aussi qu'on réfléchisse aux relations consubstantielles entre le musée et le capitalisme. C'est aussi pas tout à fait anodin si ça s'est développé en même temps. Peut-être qu'on peut remettre en avant et en lumière aussi, c'est tous les petits métiers. Finalement, les petits métiers qui ont été passés sous silence ou oubliés, hein, les métiers du recyclage, de la récupération, les chiffonniers, les vidangeurs de fausses d'aisance, etc. Et qui pourraient nous inspirer de nouveau. Et puis, c'est aussi toute l'histoire, ça y est, il ne me regarde plus, c'est aussi l'histoire des pollutions, hein. Alors là, la question, je crois que tu as passé une diapo. Je suis désolé, voilà. C'est toute l'histoire des pollutions, hein, que nous racontent très bien François Jarige et Thomas Leroux. C'est un bouquin absolument passionnant qui montre comment on a la face cachée de l'industrie. On ne regarde pas les musées industriels après de la même façon quand on a lu ça. Hein, parce qu'il nous montre qu'il y a des pollutions en fait, dans tous les domaines d'activité dont on ne parle jamais. Hein, c'est la face cachée totalement de l'histoire du monde industriel. J'ai appris dans ce bouquin, par exemple, qu'on faisait des cheminées très hautes. En fait, moi, je croyais que ça avait une fonction technique, les cheminées très hautes. En fait, non, c'était juste pour envoyer la pollution ailleurs, pour pas que le voisinage se plaigne. Hein. Et donc, vous avez des choses comme ça qui sont assez étourdissantes. Donc on peut évidemment aussi interroger cette conscience écologique, hein. Finalement, on a la croyance qu'on a davantage de conscience écologique qu'avant. C'est pas tout à fait vrai. En fait, Fressos raconte dans ses bouquins, montre qu'on avait une conscience écologique forte au XVIIIe, au XIXe siècle, etc.
Alors, peut-être aussi parler, et c'est là aussi c'est intéressant, c'est tous ces phénomènes d'industrialisation et de désindustrialisation. On a fait le choix d'abandonner les tramways dans les années 20, etc. Bon, bah, tout ça, c'est des choix politiques, hein, et comment ces choix politiques organisent et influent la société. Bon, tout ce qu'on a aussi eu en termes d'industrialisation suite aux deux guerres, hein, avec beaucoup d'effets sur les industries et sur les modes de vie et modes de consommation, etc. Et donc, en fait, dans ces bouquins, vous avez des éléments qui permettent aussi de relire toute cette histoire industrielle. Alors, qui donne aussi l'importance du politique. Sur le deuxième point sur lequel il me semble intéressant d'insister, c'est le fait d'interroger nos modèles. Alors, vous savez, quand on est ensemble, on discute, on convient tous qu'il faudrait sortir de la société de consommation et qu'il faudrait vivre pour d'autres motifs, hein, avoir d'autres occupations que la consommation matérielle. Et donc le monde de la culture est très bien placé pour ça. On peut se dire qu'effectivement, il est très bien placé pour proposer des alternatives, on a besoin de lui, etc. Pour autant, hein, on va se cultiver, on ne va pas courir les magasins, etc. Pour autant, est-ce qu'on peut se dédouaner aussi vite de la responsabilité des professionnels de la culture et des acteurs de la culture? J'en suis pas sûr. Finalement, le secteur n'a-t-il pas développé lui-même une approche consumériste de la culture, hein? Depuis 40 ans, finalement, on a formaté, d'autant plus à l'ACME, hein, dans les années 2000, on a formaté des produits culturels pour des clientèles, selon ce que nous enseignait un peu le marketing. Et donc, la culture a proposé des produits de loisirs, des produits touristiques, etc. Et finalement, on a installé le public dans un rôle de consommateur d'offres. Alors, même si les propositions peuvent être belles, hein, même si elles peuvent être intéressantes, on peut même avoir des expositions subversives, mais à partir du moment où vous placez les gens dans un rôle de visiteurs qui viennent consommer de l'offre culturelle, vous participez d'un paradigme dominant de la consommation. Donc peut-être qu'il y a un modèle culturel aussi qu'il faudrait quand même qu'on interroge et qu'on revoie, hein, et qu'on arrête de faire des offres sans le public. Alors je cite souvent cette phrase que j'adore de Nelson Mandela, hein, qui dit ce qui est fait pour nous, sans nous, est fait contre nous. Finalement, c'est la question du participatif, et c'est bien le cœur de l'écomuséologie, hein, c'est bien l'action culturelle véritable, hein, auquel on a affaire, et qui prend un sens politique tout à fait essentiel. Du reste, le mouvement de l'écomuséologie dans les années 70 s'est fait en réaction, on va dire, aux politiques du ministère de la Culture qui avaient nié ou dévalorisé les mouvements d'éducation populaire. Dans l'éducation populaire, on était tout à fait conscient qu'il fallait que les gens soient acteurs des processus, hein, qu'on mélangeait les pratiques amateurs et professionnelles, et on savait qu'il fallait socialiser par l'expérience, et que c'était comme ça qu'on sensibilisait vraiment les gens. Donc revenir à l'écomuséologie, hein, c'est essentiel pour réhabiliter la dimension politique du participatif et de l'investissement citoyen. Peut-être la culture aussi est-elle devenue avant tout ou trop un objet de distinction, hein. Alors on le sait depuis Bourdieu, mais finalement, à quoi sert-elle aujourd'hui? Est-ce que la culture sert juste aux classes moyennes pour se sentir un peu plus intelligente ou se croire plus intelligente parce que plus cultivée que les classes populaires? Est-ce qu'elle sert juste aux enfants des classes moyennes pour mieux réussir à l'école? On peut se poser cette question et se demander jusqu'où la culture est devenue un instrument de reproduction sociale, voire de relégation sociale, voire de clivage social. Et donc, on peut se rappeler le peu d'intérêt des cultureux au moment du mouvement des Gilets jaunes, hein, par exemple. Et donc, ça serait peut-être intéressant de réhabiliter un peu ou de réaffirmer l'ambition solidaire si on veut redonner du sens, un espoir, hein, et remettre la culture au centre des possibilités d'émancipation. Troisième point pour finir, hein, c'est de développer l'autonomie. Il me semble que ça passe évidemment pour développer l'autonomie par le fait de développer la créativité, la rencontre, le faire ensemble,
la réappropriation des techniques, hein, et des savoir-faire. Et alors, je vous disais voilà, que les musées de société étaient très bien placés pour développer tout ce qui est du ressort des low-tech, hein, du mouvement des low-tech, de l'accompagner. Finalement, les musées, et notamment les musées de société, les écomusées qui ont été parfois ringardisés, regardés avec dédain, avec mépris, etc., pourraient bien être à la pointe de la résilience pour la société de demain. Hein, parce que justement, c'est des lieux où on peut réinventer ensemble, mettre en place des ateliers, réinventer des low-tech, etc. D'ailleurs, petite proposition, on pourrait s'amuser à faire un classement inversé du classement du Journal des Arts, hein, des musées les plus low-tech. Et je suis sûr que des musées de la FEM se pourraient être bien placés dans cette catégorie. Il est urgent de renouer des liens avec les territoires, hein, que les musées discutent avec les collectifs locaux. Alors, je pense par exemple à l'atelier paysan, qui cherche à réinventer des outils qui soient à partir d'outils anciens et qui soient réparables par tout à chacun pour justement gagner en autonomie et pas être dans la dépendance et avec des outils bourrés d'électronique. Et donc ça, c'est des alliances qu'on pourrait imaginer pour que les musées, par exemple, travaillent avec ce type d'acteurs qu'on ne fréquente pas tant que ça ou qu'on ne voit pas tant que ça habituellement. Les futurs souhaitables, finalement, sont des lendemains où on réapprend l'autonomie, hein, où on réapprend, et les musées donc, peuvent être des lieux de rencontre, des lieux de réinvention pour se réapproprier ce qui nous a été dépossédé, on va dire, par l'industrie, par l'agro-industrie, mais aussi par le système de santé, par la technologie, etc. Alors, apprendre à fabriquer, hein, apprendre à réparer, apprendre à échanger, bref, apprendre aussi tout ce qui est les outils de la subsistance. Hein, je vous conseille ce bouquin d'Aurélien Berliand, Terre et Liberté, qui explique tout ça. En fait, réapprendre à jardiner, à cuisiner, à se vêtir, à se loger, à faire ses meubles, hein, à faire finalement à se déplacer, à se soigner. Bref, les choses essentielles, finalement, qui sont les choses fondamentales de la vie. Et peut-être ça amène à la question aussi de la professionnalisation, c'est-à-dire qu'il faut peut-être professionnaliser autrement. Et du coup, peut-être que les professionnels de musée doivent être moins des réalisateurs de produits finis à consommer, on va dire, mais davantage des orchestrateurs de composition collective, hein, pour faire agir les gens. Et finalement, c'est le meilleur remède à l'éco-anxiété, c'est d'agir. Donc, faire ensemble plutôt que pour, hein, réaliser des propositions qui seront peut-être moins design, mais plus vécues. Je me souviens d'Hugues de Varine, je vois Thierry qui est là au fond de la salle, Hugues de Varine, quand il nous disait, finalement, il était très énervé par le design, l'hyper-design, etc. Il disait, je ne comprends pas ces questions de scénographie, etc. Ce n'est pas ça qui est important dans un écomusée. Un écomusée, c'est d'abord des relations humaines, hein. C'est d'abord, voilà. Et donc, peut-être qu'il faut qu'on redécouvre peut-être un peu ça, remettre l'humain au centre et donc investir sur la médiation humaine plutôt que sur le design ou sur la scénographie ou sur la technologie aujourd'hui. Remettre en question donc le paradigme de la matérialité et donc pour découvrir, pour investir dans les matériels. Hein. Un écomusée, c'est d'abord des relations humaines. Et donc affirmer que l'on est des musées de la relation ou de la capacitation à faire, hein, et pas de l'esthétisation scénographique et pas non plus de la prééminence des collections. Bref, mettre en avant que c'est moins l'objet qui nous intéresse que le savoir-faire pour le faire et pour l'utiliser. Je prendrai un exemple. Hein, si vous prenez un outil tel que le râteau, finalement, dans le râteau, ce qui nous intéresse, c'est de savoir choisir le morceau de bois, c'est de voir sa nervure, son essence, sa courbure, sa dureté, hein, sa courbure, et puis de savoir le transformer en outil, et puis de savoir l'utiliser comme un outil. Et c'est ça, en fait, qui nous intéresse dans les musées de société. Ce n'est pas d'accrocher un râteau sur un mur et de lui mettre un cartel en disant c'est un râteau.
Et donc, finalement, c'est avant tout, l'objet est porteur d'un patrimoine immatériel. Et c'est ça qui est central, finalement, et qu'on devrait privilégier. Alors, ça impose évidemment de remettre en question aussi des normes, et notamment les normes imposées par le ministère, et en matière de conservation préventive, notamment en matière d'inventaire, en matière d'usage des collections, de priorités budgétaires. Et bref, la FEMS pourrait s'émanciper des définitions habituelles en déclarant que le patrimoine à protéger en priorité est d'abord celui de l'avenir. Voilà, je vous remercie. J'ai fait un petit topo, moi, des idées qui me passaient comme ça par la tête, avec plein de trucs. Je vous les communiquerai, puis on pourra en discuter pendant ces deux jours. Voilà, peut-être si vous avez des réactions, des énervements, des irritations, des contestations, je suis à votre écoute. Peut-être vous avez faim aussi, d'ailleurs. Je n'ai pas été très... Hein, non, mais parce que bon... Je te jette un micro, c'est ça? Ah, bah c'est bien. Ouais, voilà, en fait, c'est l'avènement de la dictature, on ne peut pas être pas d'accord. Non, moi j'ai bien aimé, je rebondis ce que tu dis là sur la fin, par rapport à la primauté de l'humain, voilà, c'est intéressant et je suis globalement d'accord. Mais c'est vrai que tu opposes un peu à cette question de l'esthétisation et moi, je rebondis sur ce qu'a dit, alors je ne me rappelle plus, la directrice du projet qu'on a vu juste avant au Central, et qui a mis justement la question de la beauté, du beau, la question du désir comme un pilier en quelque sorte, parce que quand même, là, tout ce que tu nous as dressé et tout ce qu'on entend tous les jours, c'est quand même assez déprimant. Donc finalement, on pourrait se dire, bah, finalement, à quoi bon? Et puis, comme nos élus, finalement, ils veulent supprimer les postes, bah, on peut les rendre tout de suite, et puis ça ira plus vite. Mais si on veut quand même arriver à exister toujours voilà, dans nos missions de service public notamment, je pense que cette question du beau, pour moi, je ne l'aurais pas verbalisé ou pensé comme ça il y a peut-être 10 ans, mais je trouve que ça donne un espoir, en tout cas ça peut donner un espoir. Voilà, tu montrais la mine, la beauté des paysages, ça peut être des choses très simples, hein, mais quelque chose qui ramène finalement... ouais, une forme de préservation et qui rapporte à de l'émotion aussi peut-être. Oui, non, je crache pas sur le bout, hein, c'est pas ça. C'est que simplement, tu vois, dans les mouvements d'éducation populaire, en général, on faisait des pratiques amateurs. Donc, tu as une certaine fierté de pratiquer, de faire les choses par toi-même. Et puis après, ça ne t'empêche pas d'aller voir des gens qui excellent dans cet art-là et justement où tu te dis, bah, voilà, tu étais d'autant plus admiratif parce que tu t'y es confronté. Ce n'est pas du tout le même rapport que d'être dans une sorte de consommation passive, de consommateur qui vient consommer des choses qui ont été pensées pour lui, sans lui, avec des trucs hyper design, quoi. Donc on est rentré quand même dans des processus avec des prestataires de services, avec tout ça, etc., dans de l'hyper-design de plus en plus, de plus en plus. Et donc, est-ce que tout ça, finalement, alors on peut avoir effectivement beaucoup de plaisir à visiter une très belle expo avec une belle scénographie, etc. Je ne dis pas, mais est-ce que c'est le plus important en fait?
Quand Fabrice, est-ce que tu me donnes l'autorisation de citer l'expo de la rue d'Aubagne, hein, quand vous avez des gens qui viennent s'investir et faire une exposition, ils vont peut-être avoir un résultat qui, au niveau design, n'est pas terrible, honnêtement. Mais ils sont super fiers de l'avoir fait, ils s'y sont investis, et puis ils ont sans doute, ils se sont appropriés des choses telles qu'ils ne pourront jamais se les approprier en tant que simplement visiteurs, consommateurs d'une expo qui a été pensée sans eux, quoi. Donc voilà, donc c'est un peu ça que je veux dire, c'est-à-dire que ça n'empêche pas, et d'ailleurs dans l'écomuséologie, au départ, quand vous aviez l'idée, c'était que le professionnel accompagne avec ses savoir-faire, hein, des gens qui allaient mettre en œuvre des choses, et que l'expert soit là, le professionnel en tant qu'expert du domaine, l'accompagner pour atteindre à une qualité la meilleure que possible, hein. Quand Pierre Méran il met en place ses ateliers de conservation préventive avec la population à l'écomusée de la Haute-Beauce, il dit on va former les gens à faire de la conservation préventive. Donc il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, on va les accompagner, mais ils vont s'approprier les trucs et ils vont le faire par eux-mêmes. Et donc du coup, c'est parce qu'ils le font par eux-mêmes et qui s'approprient vraiment les choses et qui s'approprient vraiment le patrimoine en plus. Donc voilà, donc c'est pareil dans le... Moi, je crois de plus en plus en fait qu'il faut qu'on tourne et qu'on prenne un virage et qu'on aille vers qu'on redécouvre davantage l'action culturelle pour faire travailler les gens, les faire créer, les faire imaginer, les faire se rencontrer, etc., faire des choses ensemble, et que les professionnels de musée soient des accompagnateurs de ça, et plutôt que d'être des gens qui font travailler des prestataires pour faire des trucs super bien léchés, machin, etc., pour des publics qui... Voilà, j'arrête là, vous avez compris mon positionnement.